Bonjour à tous. Donc, en fait, j'ai choisi cet intitulé parce que bon, le GDR, il est censé rassembler mécaniciens et tous ceux qui s'intéressent à la réactivité. Et bon, je voulais juste vous montrer l'utilité parfois de la mécanique lorsque on hésite dans le choix du type de mécanisme d'endommagement qui est du premier ordre c'est celui que l'on constate in situ, quoi. Voilà, donc c'était un peu c'est l'esprit dans lequel j'ai construit cet exposé. Donc bien entendu, on va essayer de montrer que les essais mécaniques, comme je l'ai marqué ici, c'est un outil qui permet la validation de modèles, parce que des modèles, il en existe un certain nombre. On est parfois un peu démuni quand, par rapport à un phénomène comme celui que vous avez représenté en dessous, qui est la rupture intergranulaire fragile, ici, d'ailleurs qui n'apparaît dans le domaine de l'oxydation. Il n'apparaît que ce phénomène-là n'apparaît que lorsqu'il y a un phénomène d'oxydation qui le catalyse en fait. Voilà. Donc je vais essayer de vous démontrer ça petit à petit qu'il y a un intérêt à faire de la mécanique grosso modo dans les milieux oxydants. Bon, l'alliage que j'ai choisi évidemment c'est un alliage que je connais un peu. Voilà, à y être. Et donc voilà ce que je vous propose. Donc l'intérêt là-dedans du chargement mécanique, c'est que c'est un chargement qui est permanent et évolutif dans le temps, bien sûr, mais permanent. Ce qui veut dire que toutes les étapes d'un mécanisme d'oxydation, il les passe en revue. Et il y en a qui sont plus fragilisantes que d'autres. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer que on peut aller un peu plus loin. Alors, attendez, je vais essayer d'effacer, parce que sur mon écran, c'est un peu pénible. Voilà. Donc, que la modélisation, finalement, qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, évolue en termes de... pendant longtemps, on a fait de la mécanique milieu continu, avec rien que le nom mécanique des milieux continus. Les milieux, nous, on le sait, ils ne sont pas nécessairement bien continus. Donc, il a fallu développer euh, ben, euh, des approches mécaniques intéressant directement des polycristaux numériques et s'interroger sur, finalement, dans un essai de traction où la mécanique du milieu continu vous indique que le champ de contrainte est homogène et uniforme dans tout le volume sollicité, en fait, dans la réalité, ce n'est pas trop ça. Alors, à quoi ça peut ressembler dans la réalité? Je vais vous le montrer. À ça. Donc, ça, c'est une thèse, c'est la thèse d'Olivier Diard, c'est les années 2000, donc il y a déjà quand même un certain nombre d'années. On se préoccupe de ce genre de choses, de la distribution des contraintes et des déformations dans un polycristal. Olivier avait fait sa thèse aux Mines de Paris, je crois que c'est en 2000 ou 2001, il a soutenu. Et puis depuis, évidemment, tous ces modèles ont bien évolué. Si vous voulez vous faire vraiment une bonne idée de là où on en est, actuellement, il faut lire les articles qui sont ceux de Georges Caïto, Frédéric Fayel, Samuel Forest et Olivier, bien sûr. Voilà. Et vous verrez qu'on a quand même, depuis ce temps-là, on a avancé. Mais ce que je voulais essentiellement vous montrer ici, c'est que vous avez à droite, en haut, là, au pointeur, là, la courbe macroscopique de traction. Donc celle-là, bon, c'est une courbe standard classique. Et en dessous, là, tous ces fagots de courbes que vous avez, c'est ce qu'il se passe réellement dans le polycristal, dans un certain nombre de nœuds que l'on a choisis, certains dans les joints de grain, d'autres au cœur du grain. Voilà. Donc vous voyez qu'entre l'essai de traction macroscopique et ce que vit réellement la matière à l'échelle du polycristal, il y a quand même un gros écart. Donc quand on s'intéresse à l'endommagement des polycristaux en service, il faut garder ça en tête en fait. Voilà. Alors, je continue. Bon, il y a aussi l'état métallurgique, parce que la métallurgie des joints de grain, c'est quelque chose qui n'est pas encore quand même totalement maîtrisé. Donc, il y a des gens qui s'y appliquent, qui utilisent la théorie des champs de phase pour essayer de comprendre pourquoi l'état métallurgique d'un joint de grain est bien souvent différent de l'état métallurgique du cœur de grain. Voilà, donc il y a des équipes qui se passionnent à ce genre de choses. Bon, il y a Alonera, il y a Alphonse Finel qui a fait des tas de disciples, qui a essaimé là-dessus. Ça, c'est pour vous donner vraiment la réalité des choses. La réalité des choses, c'est
initialement, bien entendu, ce monocristal qui est renforcé par c'est du MC2, hein, c'est des matériaux qui sont utilisés pour faire les pales de turbines d'avions et hélicoptères aussi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il doit y avoir du MC4 ou du MC5, je ne sais rien, mais enfin ça évolue, hein, parce que même c'est pour monocristal type 2, alors peut-être que depuis, j'imagine que ça a bien évolué. Donc ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que euh, quand la couche d'oxyde, qui est en général une couche très riche en alumine, hein, se développe, hein, sur la surface de ce matériau, localement, il y a une zone affectée. Cette zone affectée, vous avez une première partie où on ne voit plus du tout les phases durcissantes. Il y a la phase blanche ici, gamma prime. D'accord. Et puis il y a une zone aussi intermédiaire entre le cœur et la peau, dans laquelle ben, vous voyez que l'évolution de la forme des précipités varie, hein, alors qu'initialement, la composition de l'alliage a été pensée pour que cette évolution donne ce qu'on appelle des radeaux perpendiculaires à l'axe de chargement. L'axe de chargement, il est évidemment horizontal ici. Et donc, en clair, on hérite sur ces matériaux de gradients de propriété mécanique induite par la présence d'une couche d'oxyde. Bien, alors, dans la plupart des cas, les mécanismes d'oxydation à l'échelle locale qui sont proposés pour répondre aux interrogations sur le mode d'endommagement, en général, ces mécanismes ils sont proposés à partir d'analyses qui sont faites sur des essais que l'on a interrompus. Mais on interrompt rarement un essai au bout de quelques secondes. Et donc, l'idée, c'est maintenant de vous montrer que, bon, il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Hein, je vais vous le montrer, de s'interroger sur la compatibilité entre, effectivement, les cinétiques d'endommagement telles qu'elles se présentent dans la réalité et là où les cinétiques d'oxydation que l'on propose, hein, pour démontrer qu'il y a un couplage entre la croissance d'oxyde, l'absorption d'oxygène, ou carrément la diffusion d'oxygène. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer un petit film, un petit exemple. Donc, initialement, cette éprouvette, elle n'était pas du tout pour faire ça. C'était une éprouvette qui a été sollicitée pour faire de la corrélation d'images, c'est-à-dire regarder les champs de déplacement, hein, à l'échelle de cette partie-là, qui est la partie utile. Et puis, voilà, quoi. C'est la vraie recherche, hein, ce n'est pas un TP. Hein. Attendez, il faut que je vire ça. Hop, il me gêne. Voilà. Ouais, j'ai un petit souci avec mon écran, là. Pas de panique. Voilà. Alors, vous voyez, cette éprouvette, finalement, hop, regardez comment elle rompt. Au lieu de rompre dans la partie, je dirais, utile, elle casse ici dans le pied de l'éprouvette, ce qui est complètement, enfin, c'est difficilement utilisable. En revanche, ça a un intérêt premier, c'est que c'est un essai qui est fait en imposant une vitesse de déformation via un extensomètre qui est positionné dans cette zone-là, une vitesse de déformation qui est relativement lente. Cet essai fait sous air à 650 degrés, c'est du radiage 718. Bon, et c'est la thèse, ce petit film-là, je le dois donc à Malo Julien, et puis qui est en thèse aux mines d'Albi, enfin entre les mines d'Albi et mines Paris-Tech, et Paris, voilà, et Julien Miladez, qui est postdoctorant, voilà, et qui travaille sur la plateforme. On a une plateforme d'essai Midival qui s'occupe de ce genre d'essai. Quand on regarde le faciès de rupture de cette éprouvette, regardez, ça s'est amorcé ici, et en 2 minutes, pratiquement, la fissure s'est propagée ici, jusqu'au bout, jusqu'à la rupture, et on constate en fait que c'est un faciès de rupture un peu particulier, en fait c'est de la rupture intergranulaire fragile, que je n'aurais pas eu effectivement si il n'y avait pas d'oxydation, donc sous vide, je n'aurais jamais vu ça, hein, ou j'aurais eu de la rupture ductile, carrément. Et puis deuxièmement, ça ne se serait jamais produit s'il n'y avait pas eu un défaut sur le flux de l'éprouvette. Alors ce défaut, en fait, c'est simplement que ces éprouvettes sont découpées par faisceau laser et qu'à un endroit, à un moment, probablement dans le procédé, le laser s'est coupé, puis s'est relancé, et ça a donné localement
naissance à un défaut qui n'a pas été vu au moment de la mise en place de l'essai, quoi. Alors, il y a deux choses rigolotes du point de vue de la mécanique de la rupture, hein. Il y a deux choses rigolotes là-dedans. C'est d'une part que c'est intergranulaire, quasiment. Là, vous avez, côté droit, c'est la phase d'amorçage du défaut, hein, et c'est intergranulaire jusqu'au bout. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, lors de cette propagation, on a atteint la ténacité du matériau. Parce que si on avait atteint la ténacité du matériau, à ce moment-là, on aurait eu une déchirure ductile. Bon, pourquoi? C'est relativement simple à expliquer, c'est que le pilotage en vitesse de déformation, il se fait à partir d'un extensomètre qui est sur le fût, hein, de l'éprouvette, partie utile, et que comme l'éprouvette se fissurait, ça donne une composante supplémentaire de déplacement, ce qui fait que, grosso modo, on décharge progressivement la machine, quoi. Donc, comme on décharge progressivement la machine, alors qu'elle continue à la tirer, mais elle ne sait pas qu'elle tire, le déplacement se reporte totalement sur l'ouverture ici, eh bien, on n'a jamais atteint le coefficient d'intensité de contrainte critique, hein, la ténacité donnant l'instabilité rupture. Si je regarde plus en détail ce faciès, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment un vrai faciès de rupture intergranulaire fragile. Et encore une fois, il est intrinsèquement lié au couplage oxydation mécanique. Mais l'intérêt de ce petit film, c'est de vous dire que du coup, avec le film, on peut mesurer à quelle vitesse s'est propagée la fissure. Donc cette fissure, dont la propagation est assistée par l'oxydation, elle s'est propagée dans les 2 derniers millimètres de propagation, je fais un petit calcul, elle est à 6 à 7 microns par seconde. Bon, c'est-à-dire que ça commence à être un peu compliqué pour aller mettre un mécanisme de croissance d'oxyde en fond de fissure. Bien. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que parfois, l'état de chargement, il peut être salvateur, c'est-à-dire qu'il peut éviter, même s'il y a un défaut, que ce défaut se propage. Alors ça, c'est un état de chargement un peu particulier qu'on a étudié dans à travers des tas de thèses, hein, des thésards qui sont aujourd'hui au travail, hein, dans des entreprises. C'est des résultats qui ont été obtenus au CIRIMAT, où vous avez finalement, dans un diagramme température-vitesse de déformation, une frontière entre les petits losanges bleus et les petits triangles rouges. Cette frontière, elle matérialise sous air à 650 degrés et même à d'autres températures le passage de la rupture intergranulaire à la rupture transgranulaire. Donc les triangles rouges, c'est le domaine rupture ductile, hein, transgranulaire, et la partie bleue ici, c'est rupture intergranulaire fragile, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que cette frontière, elle est bien définie, hein. C'est-à-dire que si je fais un essai effectivement juste de l'autre côté de la frontière, je vais changer, incroyable, et je change de mode de rupture. Bon, la question est de savoir un peu pourquoi. Donc là aussi, j'ai un petit film à vous montrer. S'il veut bien, voilà, très bien. Regardez, dans la partie donc, où j'ai de la rupture transgranulaire ductile, je vais vous montrer à quoi ressemble le mode de déformation. Donc en fait, c'est un mode de déformation avec des instabilités d'écoulement qu'on appelle effet Portemann-Châtelier, c'est des vieillissements dynamiques. Et on ne comprend pas encore tout là-dessus, mais on a vraiment l'impression que l'éprouvette se comporte presque comme un milieu continu, avec des bandes de déformation qui sont à 45 degrés, comme on pourrait les attendre avec de la mécanique des milieux continus. Donc on quitte un peu, dans ce genre de mode de déformation, on va quitter un petit peu l'approche polycristalline, quoi. Presque. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la localisation quand même, mais on quitte l'échelle du polycristal, en fait. Voilà. Donc, ce petit film-là, je le dois à Mélanie Slapicki, qui est en doctorat en ce moment, entre l'ANSMA et les mines d'Albi, je crois. Voilà. Vous voyez les conditions d'essai, on est déjà à 10-2 par seconde, c'est-à-dire 1% toutes les secondes. Et évidemment, dans ce cas-là, vous avez de la rupture, on est sous air, mais vous avez de la rupture transgranulaire.
Bon, alors ça, c'est à l'échelle macro, c'est sur des éprouvettes. On se dit, mais finalement, à l'échelle locale, quels sont, quel est comment dans un front de fissure qui se propage, je peux avoir localement, est-ce que je peux avoir localement du vieillissement dynamique ou au contraire du vieillissement statique ou des instabilités d'écoulement. Donc ça, il y a quelque chose qui a été fait il y a très longtemps, qui est finalement, c'est la propagation de fissures hein, sur des éprouvettes de mécanique de la rupture hein, classique, des éprouvettes CT, où on change à 650 degrés, on se débrouille pour garder une amplitude de variation du facteur d'intensité de contrainte constante, voilà, et on change simplement la fréquence de sollicitation. Et ce que l'on voit, c'est que quand on diminue la fréquence, progressivement, on va passer d'un mécanisme où la fissure se propage de manière transgranulaire, alors c'est de la fatigue, hein, il y a des stries, bien sûr, à un mécanisme de propagation qui est intergranulaire. Cette transition ici, que vous avez, hop, voilà. Cette transition, en fait, on peut, au niveau du faciès de rupture, l'associer à l'apparition progressive de dentelures, vous allez voir ça, où on va passer d'un mode où la déformation est plutôt homogène à un mode de déformation où elle est plutôt hétérogène avec des bandes de déformation assez espacées les unes des autres. Donc ça, c'était les thèses de Michel Clavel, Jean-Philippe Pédron, qui avaient travaillé avec André Pinault aux mines à Paris. Voilà, mais sous air. Donc on a beaucoup travaillé depuis aussi. Donc là, je vous présente des résultats qui sont pas très vieux pour cela, ils ont 4-5 ans. Donc c'est la thèse d'Emmanuel Fessler où vous allez voir que le premier, voilà, quand on regarde un faciès de rupture, ce qui est frappant, c'est qu'entre de la fatigue à 2 Hertz, c'est-à-dire dans un mode de rupture transgranulaire ductile, on a une forme de front. Ça, c'est sur une éprouvette plate. Ça, c'est des éprouvettes un peu particulières où on génère un défaut ici et on regarde comment ce défaut en fatigue progresse au fur et à mesure du cyclage, quoi. Donc, entre ce défaut-là et ce défaut-là, c'est le même matériau, bien sûr. Vous voyez que dans ce cas-là, on a baissé la fréquence, et on a même plus que baissé la fréquence, puisque c'est un cycle de fatigue qui est trapézoïdal, hein, 10 secondes pour monter en charge, 300 secondes de maintien à charge maxi, on redescend, etc. Quoi. Bon, et on voit bien que le même matériau sous air a ces fréquences-là, avec de la rupture intergranulaire, mais ne développe pas un front de propagation qui a une forme simple, quoi, hein, comparativement à celui-là. Bon, vous avez la même chose en fluage. Hein. Vous voyez des dentelures carrément. Hein. Alors en fluage, évidemment, on est encore à des vitesses de déformation encore plus lentes. Et donc, on est totalement intergranulaire sous air. Bien. Alors, Emmanuel, pendant sa thèse, a essayé de comprendre la formation de ces dentelures. Et là, vous avez le même essai, du point de vue de la mécanique et de la thermique. L'un fait sous air, zut. L'un fait sous air, l'autre fait pratiquer sous vide, hein, et un très bon vide, 5,7 millibars. Mais regardez, le fait de passer de l'air au vide, on a complètement changé l'allure du front de propagation. On a supprimé toutes ces dentelures qui sont quand même de forte amplitude, quoi. Alors, pour expliquer ce qui se passe, il faut faire du calcul, c'est ce qu'on avait fait avec Vincent Bonan à l'ONERA, où on montre en clair que bon, il y a déjà un fibrage qui est dû, c'est des matériaux qui sont forgés, donc il y a un petit fibrage qui explique un petit peu ces choses-là, mais il y a également le fait que quand un front de fissure commence à se denteler, eh ben on peut avoir, suivant la position dans une dentelure, une situation où on est à forte vitesse de déformation et une autre à faible vitesse de déformation. Donc on va avoir un savant mélange entre de la rupture intergranulaire et de la rupture ductile, avec des stries, bien sûr, comme vous les voyez ici, là, rupture de fatigue. Quoi. Voilà.
Donc, tout ça pour vous dire que on est bien embarrassé finalement pour expliquer nos affaires et écrire des modèles qui ont quand même des bases physiques raisonnables. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait prendre en compte la diffusion sous contrainte de l'oxygène dans les joints de grain? Mais si c'est le cas, on doit la prendre avec une composante réversible, c'est-à-dire que la fragilisation n'est pas, je dirais, durable. Tout simplement parce que ce que l'on attend, mais j'en parlerai à l'école de corrosion de température, c'est que la croissance de l'oxyde, quand la croissance de l'oxyde commence, en fait, il désature le joint de grain en oxygène. Et donc, on a. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt un problème que l'on a sur des vitesses de propagation rapide qui ne laissent pas le temps à l'oxyde de croître, en fait. Ensuite, il y a quelque chose qui est purement mécanique aussi dans les modèles qu'il faudrait identifier dans les modèles, c'est que on a la chance, entre guillemets, grâce à l'oxydation, de générer des défauts dans les interfaces. Et donc, la mécanique nous permet, dans ce cas-là, grâce à l'oxydation, de tester la ténacité des interfaces. Et on peut donc imaginer des mécanismes de propagation couplés, c'est je fais un défaut via l'oxydation dans l'interface et ce défaut génère une instabilité mécanique qui va jusqu'au joint de grain suivant où là, normalement, les fissures, souvent, il y a une bifurcation et donc le champ mécanique s'atténue à nouveau. Il faut attendre à nouveau un rechargement pour que ça reparte. Il y a un autre phénomène connu également, qu'on a bien caractérisé dans la thèse de Simon Pérusin, mais bon, c'était sur du nickel pur, et donc c'est qu'il y a un transport de manière évidente de l'oxygène le long des joints de grain via les flux de lacune. Les flux de lacune qui sont liés à la formation de l'oxyde. Parce qu'on pompe sélectivement des éléments dans la matrice en dessous et on peut l'associer. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, comme je le mets ici en rouge, il va falloir phosphorer un peu pour essayer de proposer des mécanismes de propagation qui intègrent bien sûr l'oxydation et la mécanique, qui permet d'expliquer d'aussi grandes vitesses, 6 à 7 à 8, même j'ai trouvé à 10 microns par seconde par endroit. 10 microns par seconde, à l'échelle de l'oxydation, ça commence à être compliqué. C'est vraiment les premiers stades, quoi. Et pourquoi est-ce que les premiers stades sont fragilisants? Bon, je dois vous avouer que pour le moment, à part développer de nouveaux essais qui seraient vraiment dédiés à l'étude de ces premiers stades, je me sens assez incapable d'aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, j'ai quelques idées, autres idées dont on parlera à l'école de corrosion haute température qui a lieu en juin, si je ne me trompe pas. Et le but du jeu, quand même, là-dedans, c'est comme ces mécanismes de propagation, finalement très rapides, c'est quand même cela qui risque d'être pénalisant pour les structures. Donc, les comprendre, quand même, ce serait peut-être essayer d'optimiser les microstructures afin de les inhiber, voire de les limiter. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie pour votre attention et si vous avez quelques questions, on va voir après, à poser, n'hésitez pas surtout. Voilà, merci à vous.